Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet, et boum pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui encore un grand jour. Pourquoi? Parce que on a un ami de la page qui est de retour pour une nouvelle vidéo. C'est bien sûr Florent de Overhead. Comment ça va, Florent? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, écoute, on s'était promis de refaire une vidéo depuis que tu étais venu nous narrer tes regrets éternels sur la chaîne. Et bien sûr, Overhand grandit, depuis tu as sorti quelques vidéos très intéressantes, tu peux nous les redire? Alors, j'ai sorti une vidéo sur un boxeur qui boxe assez régulièrement, très souvent. C'est l'un des boxeurs qui boxe le plus souvent, l'un des champions qui boxe le plus souvent actuellement dans la boxe. C'est comme ça qu'il est vendu d'ailleurs. C'est comme ça que son promoteur fait beaucoup de promotions sur lui, le champion le plus actif de la boxe, etc., etc. Si vous ne voyez pas de qui je parle, je peux vous indiquer que son promoteur parle également beaucoup du fait que il a été le promoteur de Mohamed Ali, etc., etc. Je pense que ça vous donnera assez d'indices pour deviner sur quel boxeur Et est cette vidéo-là. pour le découvrir, vous irez sur la page Overhand. Exactement, Voilà, et puis il y a eu une autre... exactement. Et on a sorti une autre vidéo sur un petit aspect tactique du combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury et les adaptations que Tyson Fury avait fait pour mettre à mal complètement Deontay Wilder et le désarmer et réussir finalement le combat magnifique qu'on a eu en début d'année, qui reste un des combats les plus marquants de l'année, vu que de toute façon on n'en aura pas forcément des masses des combats cette année. Et non, ça rejoint ma vidéo, la stratégie Andy Lee, où j'avais fait enfin, j'avais donné mes intuitions à l'époque, c'était avant le combat, et en disant bien que Andy Lee était peut-être une pierre angulaire de tout ça. Voilà, donc tout se rejoint. Et tu vois, Florent, aujourd'hui, on est accompagné aussi euh, d'un petit garçon là que tu vois à côté, et qui a l'air tout sympa comme ça, tout gentil, et assez talentueux parce qu'il a pas mal de ceintures. Mais aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter. Pourquoi? Pour faire une vidéo qui peut-être va être une vidéo assez marquante finalement, puis sur un sujet polémique de la boxe, sur un homme qui est polémique de la boxe, avec lequel finalement on a complètement depuis très longtemps oublié de parler boxe. Voilà, bon, j'avais envie de te faire un retour sur la carrière avec toi de peut-être du némésis de la boxe aujourd'hui, de AB, d'Adrian Broner. Voilà, alors aujourd'hui, c'est une discussion Adrian Broner. Alors je ne dis pas que c'est une discussion Hall of Fame, attention, mes pirates, voilà, mais c'est une discussion Adrian Broner, et je trouve que cette discussion est bien plus intéressante qu'on ne le croit au départ. Donc, Florent, quand je t'ai proposé cette idée, est-ce que je t'ai fait peur ou est-ce que t'as embarqué tout de suite? Alors moi, je suis complètement embarqué. Adrien Bronner, c'est un boxeur que je trouve fascinant. Ouais. C'est un des boxeurs avec lesquels j'ai commencé la boxe, puisque c'est peut-être l'un des combats devant lequel j'ai été le plus vite passionné. C'est son combat contre Maïdana. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu notre photo de profil, derrière notre logo Overhand, c'est Adrien Bronner qui prend justement une Overhand par Marcos Maïdana. Et j'étais comme un fou, j'étais tout jeune à l'époque, j'étais comme un ouf quand il sort du ring, que tout le monde lui balance des bouteilles dans la gueule, que On va en il est parler, on va porté en par la parler de ça. sécurité, c'est magnifique. C'est un truc qui m'a complètement j'ai découvert un autre aspect de la boxe, un aspect de la boxe qui était très lisse, etc. Et j'ai eu des sensations incroyables, malheureusement contre lui, parce que j'étais super content qu'il se soit fait défoncer. Mais, euh, mais vraiment, c'est un boxeur qui m'a marqué dès le début. Voilà, qui te marque dès le début. Mais le problème, c'est que généralement, quand on découvre un boxeur, quel qu'il soit, on le prend jamais vraiment au début. On prend jamais vraiment au début de sa carrière, au début de son arrivée dans le monde de la boxe. On le prend toujours à un moment donné qui est donc, c'est à nous de repartir vers le début. Et le début, il est là. Le début, il est là quand Adrian Bronner est très jeune et connu de tous dans le monde américain de la boxe, dans le microcosme boxe qui repère toujours les futurs talents. Il est connu de tous parce que c'est un prodige. C'est un prodige. Alors ça fait peut-être mal à certains de le dire, mais gamin, il est un prodige de la boxe. Il est connu. Même des télés régionales font des portraits de lui. Il a quoi? Il a 13 ans, tu sais. Il commence déjà à tout gagner.
Il est donc promis un très bel avenir. On voit déjà l'équipe américaine euh, à l'horizon, peut-être même les Jeux Olympiques. Enfin bref, le parcours doré. Mais tout de suite, finalement, AB et qui vient d'un milieu, alors là, tough de chez tough, voilà avec je veux un petit portrait de ses parents et de ce fameux papa assez connu, vous l'avez déjà vu en vidéo parce que parfois il est dans le coin, voilà, des mecs je crois qu'il est de Cincinnati, oui, de Cincinnati, Ohio, donc l'Ohio, c'est quand même, c'est ghetto mortel, et donc le papa qui lui-même fait déjà plusieurs allers-retours en prison, et donc très jeune, ce jeune gamin, finalement, il est marqué par quoi? Il est marqué par l'esprit, ce qu'on va appeler aujourd'hui, Florent, par l'esprit du hood, par l'esprit du quartier, l'esprit du hood qui fait que le hood va être quelque chose qui va le magnifier et qui en même temps va être cette chose qui va toujours le plomber, parce que dès cet âge-là, eh ben, il va commencer sa carrière va commencer à être en dents de scie puisqu'il va faire des séjours en juvénile, voilà, c'est-à-dire les prisons pour jeunes américains que vous avez peut-être vu dans le film Creed, qui est une bonne représentation de ça. Et donc, euh, finalement, à cause de ça, bon, sa carrière amateur ne va pas prendre le chemin de la carrière amateur de légende que beaucoup d'analystes espéraient pour lui. Et donc, il va tout de suite enchaîner Florent, est très jeune, hein. Le mec commence très jeune. Dès qu'il peut, boum, ça arrive en professionnel. Il tourne chez les pros, et chez les pros dans des petites catégories, et c'est là que tu seras d'accord avec moi, si il avait été un boxeur, c'est-à-dire un boxeur qui a une logique ordinaire de carrière, on a certainement affaire avec Brunner peut-être à l'un des meilleurs super plumes légers peut-être de ces dernières générations, voire de l'histoire. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est l'un des meilleurs de l'histoire, Non, non, c'est pour ça que je dis mais génération. ce qu'il représentait, et j'invite les gens à aller voir un petit peu ses combats quand il a 20 ans, 21 ans, honnêtement, c'est complètement ouf. Si tu vois ça aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui des jeunes cracks qu'on nous présente comme des cracks de la boxe qui ont 20, 21 ans, les Devin Haney, les Ryan Garcia, etc., il présentait un visage qui semblait meilleur que ce qu'on a actuellement parmi les cracks de la boxe. Pourquoi est-ce que je le trouve meilleur? Parce que techniquement, il avait, je trouve, rien à envier à ces mecs-là dont on parle, mais il avait déjà dès le début un genre d'instinct de mec méchant et volontaire et très expérimenté dès le début. Le mec qui en sortie d'accrochage, il va sortir et puis il n'y a pas de retrait, il va directement te sauter dessus pendant que toi tu es en train de faire ton pas de retrait pour t'en remettre une alors que normalement c'est un pas de retrait chacun. Toi, tous les petits trucs que tu vois chez des vicieux, chez des mecs qui ont 35 ans normalement, lui tu le vois à 21 ans. Et c'est Ouais, cette expérience-là, ce mélange-là de technique, de volonté, de puissance aussi, parce qu'il tape quand il est jeune, et d'expérience qu'il a gagné au fur et à mesure de sa carrière amateur, parce qu'il faut le dire, dans sa carrière amateur, il me semble qu'il a fait environ 300 combats amateurs. Ce qui est fou, hein, ce qui est... C'est quand même, voilà, et ce qu'il raconte, alors, encore une fois, les histoires de carrière amateur, on ne sait pas trop comment ça se passe, comment ils font leur décompte, est-ce qu'ils comptent le moment où ils sont allés faire une mise de gants sur un interclub à côté, dans le club d'à côté, Non, ou non, mais je pense parce que il boxait tout le temps. alors, il boxait C'est tout un le temps, gamin qui et en boxe tout plus le de ça, temps. ce qu'il dit, c'est qu'il boxait dans toutes les catégories. C'est-à-dire qu'un week-end, il boxait dans une catégorie, le week-end d'après, son entraîneur, il lui mettait des clés et des pièces de monnaie dans ses poches pour qu'il pèse plus lourd sur la balance et qu'il puisse boxer dans une autre catégorie. C'est un mec qui a, à cet âge-là, quand il arrive, il a déjà une expérience du ring qui est impressionnante et qui fait que on s'en rend peut-être pas compte parce qu'on a vu la suite de son histoire, mais c'était un crack. C'était un vrai crack. C'était un crack, c'est un vrai crack. Il y a des combats. Moi, je me souviens d'un combat où il est au Mexique, justement, en sous-carte. C'est une soirée Golden Boy. Bon, à l'époque, Alemon est derrière Golden Boy, hein, pour ceux qui ne sauraient pas.
Mais je me souviens, alors je sais plus contre quel adversaire, mais un KO, enfin qui dure. C'est KO au premier round. Je pense, tu sais, il a un short Ouais, rouge il met KO au et premier jaune. round, après il se met à danser à côté, c'est ça, non? Je crois, ouais. Il Ouais. était en sous-carte de Canelo, je crois. Et il y a un moment déjà, mais il était au Mexique, et tu te dis là, euh, crack énorme, en plus, comme tu dis, avec dur, il veut faire mal, parce qu'il est dans... Lui, faut bien comprendre, je vous ai dit le truc qui se passe certainement dans sa tête, on essaye aussi, on a une intuition sur sa psyché profonde, c'est que il a l'esprit du hood qui est avec lui, quoi. Lui, il est dans des bagarres, il veut faire mal, et, euh, et donc tu te dis, ben, si le gars reste dans sa catégorie là, attention, on part sur des réunifications de titres, ça peut être une ère chez les super plumes, une ère avec ce mec. On se dit ça. Et puis, alors qu'il est très jeune, très très jeune, comme tu dis, c'est un prodige. Bon, il monte déjà de catégorie et reprend une ceinture chez les légers. Voilà, toujours très très impressionnant. Voilà, mais je crois que très vite va se passer tu sais, une fracture dans sa perception de sa carrière. C'est que il ne va pas construire sa carrière simplement sur un plan sportif, mais va construire sa carrière en tant qu'impresario de lui-même. Alors, Comme moi, s'il était il était dans le rap game plutôt que dans le boxing game, mais en allant sur le ring. C'est ce que je me dis, et pour moi, ce qui fait ce qui symbolise cette chose, c'est que en 2000, ouais, voilà, en 2013, il fait ce dernier combat-là chez les légers. C'est une domination totale. Reese peut absolument rien faire, que ce soit physiquement ou autre, il peut absolument rien faire. Et le personnage de Brunner, AB, le personnage AB, explose complètement à l'interview d'après-combat. Les interviews d'après-combat auront un rôle essentiel dans notre discussion, où c'est le fameux discours de Mexicain, de Dominicain, tu vois, et qui agace tellement. anybody can get it. Ouais, exactement. Max Kellerman, il en peut plus déjà de lui, il en peut plus. Tu le vois à sa tête, il en peut plus. Il fait, mais dégagez-moi ce petit con. Voilà. Et de là, alors que sa domination dans sa catégorie semble très forte, là, il y a le choix de faire un saut de 2 catégories pour aller là où ça se passe, chez les Walter. Et selon moi, c'est ce moment où Adrian Broner n'est plus le Broner strictement boxeur, il devient ce personnage de AB. Est-ce que tu as la même sensation que moi, ou est-ce que tu penses Alors, que je divague? moi j'ai cette sensation-là, je l'ai vraiment avant dans sa carrière. Si on regarde les combats qui, plutôt dans sa carrière, dans son et c'est très juste ce que tu dis sur le côté impresario. Justement, pour préparer cette vidéo-là, j'ai vraiment bien regardé des combats qu'il fait autour de 2010-2011. Ouais. Et juste dans ces années-là, autour de 2011-2012, il y a un vrai changement. Et ce changement-là, je le vois où? Je le vois dans ses montées sur le ring. Et quand il est appelé par le speaker sur le ring. Pourquoi je le vois? Parce que avant ça, il monte sur le ring et il fait un petit peu de show. Il est appelé Adrian the Problem Brunner, bla bla, une petite danse, etc. Mais ça reste très classique. Et après 2013, peut-être même 2012, ça commence à devenir un truc où il monte sur le ring et puis il y a son pote qui lui brosse les cheveux en même temps et puis il met 10 minutes à monter et ça devient une danse complète. Et en fait, tu te rends compte que dans tout ce qu'il fait quand il boxe, le but, c'est pas de faire des choses qui vont lui permettre de gagner le round, Voilà. C'est de faire des choses qui lui permettent d'être stylé quand il boxe. Exactement. Et, Voilà. et tu te rends compte que tu peux pas. Alors, il arrive à faire des. C'est là le drame. C'est que même T'as avec tellement ça, raison. il arrive à gagner plein de combats. Tu vois. Oui, Le mec, mais il s'en fout de la boxe. Il s'en tape complètement. Il veut juste être stylé pour derrière pouvoir avoir des numéros de meufs qu'il peut aller voir. Et malgré ça, il gagne ses combats. C'est complètement dingue. mais t'as raison, cette logique-là du beau geste selon Adrian Bronner, qui va jusqu'à l'obsession, c'est que le mec peut perdre des rounds
parce que dans sa tête, il veut absolument mettre une claque. Tu sais, il veut absolument la mettre comme ça, de cette façon-là, et qu'il veut placer son coup. Il veut placer son coup parce que pour lui, c'est trop la classe. Et parfois il perd des rounds parce qu'il veut, il y a un coup qu'il veut absolument mettre et tu le vois, tu le sens, ça va arriver dans plein de combats qu'on va citer et t'as tellement raison parce que il n'est déjà plus simplement le compétiteur sportif, il est dans autre chose. Il est dans un personnage qui au sein du ring en fait veut dire d'autres choses que simplement gagner. Et t'as tellement raison. Et donc alors on essaye Florent et moi de trouver ces points de rupture dans ce personnage qui est si agaçant pour beaucoup d'entre nous. Je pense que l'autre point de rupture pour Brunner, qui, on le répète, c'est un talent, etc., mais en termes de stardom, ça reste confidentiel. C'est que les fans hardcore qui sont déjà bien au courant d'Adrian Brunner. C'est pas le casual fan qui est déjà à fond sur Brunner à ce moment-là. Et le problème, c'est que il va se lier d'amitié. Il va être, je pense, à mon avis, il va être complètement fasciné par la figure de la boxe à cette époque. Et c'est l'instant, je t'en parlais, je pense, c'est l'instant Icar d'Adrian Brunner, c'est le fait d'être fasciné par lui, par Floyd Mayweather. Parce que ce lien, cette amitié, là, elle se fonde justement cette année 2013, là. Hein, ça se scelle très fort. Et Adrian Brunner, il voit Floyd, il dit que c'est un grand frère et tout ça. Mais je pense qu'il voit Floyd et il veut faire absolument comme Floyd. Et même, il veut faire encore plus fort que Floyd. Mais encore une fois, dans des aspects d'impresario. C'est-à-dire en termes de stardom, en termes de buzz, etc. Il veut faire plus fort que lui. Malheureusement, il avait peut-être certainement ni les épaules, ni les ailes pour, à ce moment-là de sa carrière, essayer d'être aussi lumineux que Floyd. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, je pense que là, tu mets le point sur un problème beaucoup plus vaste, qui est cette Mayweather Gym, dans laquelle Mayweather est un tueur. Voilà, ça, y a pas, tout le monde le sait. Je veux dire, là, je soulève un point qui est que tout le monde sait. Mais derrière, tu as toute une plâtrée de mecs qui n'ont pas du tout le même niveau, qui sont là pour faire les sparring avec Mayweather ou parce qu'ils sont signés sur Mayweather Promotion et que en fait ça sert pas à grand chose, et qui se prennent dans leur tête pour des mecs de la team de Mayweather et du coup qui sont mais à des kilomètres de ce qu'ils sont réellement. Et Adrian Brunner a le bonheur ou le malheur de, parmi tous ces mecs-là de la Mayweather Gym, être le meilleur d'entre eux et du coup celui qui va boxer au meilleur niveau. Mais si ça se trouve, les Ashley Théophane et compagnie, s'ils avaient eu la même stardom justement que Adrian Brunner, on se serait rendu compte qu'ils auraient fini entre guillemets de la même manière, avec trop de lumière sur eux et que ils se seraient pris pour Mayweather sans être Mayweather. Ouais, et la complexité du truc, c'est que le gamin, le AB, il commence à devenir un phénomène en dehors complètement de simplement le milieu boxe, mais il devient un phénomène musical, un phénomène, tu vois, il est recensé par des rappeurs, il a aussi toutes ces amitiés-là avec des mecs du hip-hop qui arrivent, et lui-même se lance dans une carrière, hein, parce que je crois qu'en 2013, il fait aussi la première partie d'un autre rappeur, une tournée des stades, et il fait la première partie, pour vous dire. Donc le, le gars est vraiment l'impresario de lui-même, donc il a une logique complètement à part, et cette logique, on essaye de la comprendre ensemble, voilà, mais il est un impresario, il n'est plus déjà un simple boxeur. Voilà, la boxe est un de ses vecteurs. C'est un de ses vecteurs avec lequel il est en lien avec le public qu'il a fondé. Le public qui le suit à fond, ouais, parce qu'il a, malheureusement, j'allais dire, il a un sacré public derrière lui. Voilà. Donc, il y a cet instant Floyd qui va être indéniablement cristallisant. On va continuer à en parler. Et puis, il y a cet instant Frankenstein, que j'appelle l'instant Frankenstein. J'en ai déjà parlé dans une libre antenne. Et c'est juin 2013. Bah, en fait, on est justement dans cette période-là de ce combat. Il est donc chez les Walters,
il va chercher une des ceintures déjà qui est prise, qui est par Paulie Malignaggi, et on, voilà, va arriver ce moment Frankenstein où c'est le combat le plus avec l'histoire et qui a été monté sur qui est le plus vulgaire de toute l'histoire. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais qui est le plus fun aussi, hein, qui est le plus fun. J'en ai parlé dans ma je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il y en a un qui est mieux et qui est arrivé récemment. C'est le Shakur Stevenson contre Joël Gonzalez. Ah oui. Ah bah je me demande. Avec l'histoire que il y a débat quand même. Dans le sale, il y a débat. Ouais. Ouais. Lequel est le plus sale? Ah moi c'est Malignaggi Brunner, c'est plus sale. Tu trouves? Ah ouais, c'est le plus sale, c'est le plus comment dire, c'est le plus sale gosse. Tu peux pas faire plus sale gosse. C'est l'esprit sale gosse. Ouais, mais le Stevenson Gonzalez, je trouve que ça touche quand même à la famille, quoi. Les mecs, tout le monde va sortir que Stevenson sort avec la sœur de Gonzalez. C'est des histoires qui sont censées rester dans le cercle familial, quoi, et où ils font des documentaires Showtime, des ESPN avec des gros zooms sur la tête de tout le monde, des interviews il est sorti avec ma sœur à ce moment-là, etc. Putain, je trouve que c'est quand même ils y sont allés, quoi. Ah, ils y sont allés, ouais, ils y sont allés, mais Malignaggi Brunner, ça a été, je trouve que ça a été encore plus sale gosse. Parce qu'il y a, là, il y a un esprit, sur le combat dont tu parles, c'est un, comment dire, c'est un vrai, ils ont joué d'un vrai drame familial, j'ai l'impression, tu vois, le rejet de la pauvre demoiselle par sa famille parce que elle est amoureuse de Shakur qui a essayé d'être bien enfin qui a pas parlé mal d'elle, heureusement encore, mais qui s'est pas laissé faire par la famille, puis la famille est un peu conne, quoi, parce que comment ils se sont comportés. Même à la fin, Shakur a dominé tout ça. Ils auraient pu sceller le truc, arrêter. Tandis que là, c'est pas un drame familial. Là, c'est vraiment c'est du trash, quoi. C'est Brunner qui arrive à trouver une des maîtresses de Malignaggi, la faire parler au micro, enfin une des maîtresses ou une des gold diggers, on sait pas, au micro de la conférence de presse. Ça prend des proportions et malheureusement, enfin ou heureusement, Malignaggi qui sait très très bien parler, qui est un gros trash talker, ça prend des proportions de dingue, mais en même temps ils ont sorti des punchlines, mais à te faire mourir de rire, quand t'as un esprit sale gosse, à te faire mourir de rire, mais le niveau de vulgarité était tellement haut que normalement, enfin je veux dire, aucun média aurait pu laisser passer ça, sauf qu'il le laisse passer, sauf que ça devient l'une des meilleures audiences de Showtime cette année-là, et de loin en plus, c'est ça qui est fou, et que en fait, tu t'aperçois que Brunner est un phénomène d'audience, ça jouera beaucoup pour sa carrière, ça le sauvera de nombreuses fois. Brunner est un des dominateurs de l'audience télévisuelle, et il y a ce combat-là, où moi je trouve qu'il domine complètement le combat, mais encore une fois, pour le geste, il laisse Malignaggi avoir du volume de boxe, alors que Malignaggi faisait encore moins mal qu'une mouche, mais on a cet instant Frankenstein, qui fait que là Brunner il a c'est le free pass, tu vois, il a toutes les portes sont ouvertes et il peut faire ce qu'il veut et on lui dit fais ce que tu veux. Ce que je retiens de ce combat là, c'est justement la fameuse conférence de presse avant le combat, et tu vas voir, et pour moi c'est vraiment emblématique de la personne qui est Brunner, quand il téléphone à justement la maîtresse de Malignaggi, il compose le numéro et la dame décroche, et là il a un regard sur le parterre de journalistes avant de leur expliquer que ce qu'il est en train de faire, un regard qui est à moitié amusé, vraiment du gosse qui est en train de faire une connerie, mais tu peux pas détester ça, tu vois, le mec il fait, c'est vraiment le regard du mec qui en cours, il fait que des conneries, mais comme c'est des conneries, c'est des conneries marrantes, ben en fait le prof il lui en veut pas tant que ça, quoi, tu vois, il a du mal à lui en vouloir parce que c'est un mec qui est vraiment marrant, quoi, et il a vraiment ce regard là d'enfant vers un parterre de journalistes, mais les mecs ils devaient être 50, tous avec des accréditations, 10 ans d'études de journalisme et tout, pour venir voir un mec appeler l'ex de son adversaire
et pour lui parler au téléphone. Et mais son regard là qui jette sur les journalistes, c'est ça qui est pour moi caractéristique de ce mec-là, qui reflète vraiment sa personnalité de, on va dire, un peu idiot, un peu imbécile, mais sympa, quoi. Tu vois, pas méchant. Ah, et avec l'humour Brunner, qui a un humour, un humour très particulier, fait de malaise, fait de trash, etc. Parce que le regard dont tu parles très bien, Florent, c'est un regard, si pour les gens qui connaissent, c'est un regard, je remets une photo du jeune Brunner, il est interviewé, je crois, il a 13 ans, avec son frère jumeau, euh, par une chaîne locale de NBC ou CBS, je sais plus. Et la journaliste, il dit déjà que la réalité du Hood, c'est-à-dire que si là il n'était pas en train de s'entraîner, il serait certainement en train de lui voler sa voiture ou lui voler son sac. Il la regarde directement et il a ce regard, tu sais, tiens, je viens de placer, une blague un peu bizarre et même la meuf, elle a un temps de latence, tu sais, elle a un rire complètement stressé, il rigole ou pas le gamin, tu vois. Et ouais, l'humour Bronner est un humour très particulier. Enfin bon, c'est pas dans la finesse non plus. Mais bon, ce combat, finalement, il s'amuse, Brunner. Moi, il s'amuse les premiers rounds et en deuxième partie de combat, bon, vu que Malignaggi, bah, il propose quelque chose, et ben il doit un peu se bouger le Brunner et il doit un peu regagner des rounds, faire mal, avancer sur Malignaggi. Donc je trouve qu'il y a deux combats, il y a le début et la deuxième partie. Et donc, c'est le Brunner, et ça va être un truc qui va revenir, ça va être un pattern chez lui, c'est le Brunner qui se réveille vers la fin du combat. Voilà, on Ouais, a c'est ça que déjà j'allais te dire. ça. En fait, est-ce que dans tous les combats d'Adrian Bronner, t'as pas deux combats Exact. avant qu'il se réveille et après qu'il se réveille, quoi. Après qu'il se réveille. Voilà, tout à fait. Donc, le combat est ce qu'il est, mais vous savez, ce qui est très important chez Adrian Brunner, le moment de la soirée qu'il ne doit pas rater, c'est l'interview, d'après-combat au micro, parce qu'il a toujours une punchline qui est en direction de qui? Qui est en direction du Hood et qui est en direction de son public. Il a toujours une punchline en tête qu'il veut absolument passer. Vous verrez, regardez toute sa carrière. Et là, c'est la punchline mythique. C'est pas ce soir, c'est une bonne soirée parce que je repars avec sa ceinture et avec sa meuf. Voilà, punchline que vous avez déjà tous vu. Donc, mais punchline préparée, qui vous dit bien que Adrian Bronner, il est obsédé par son personnage et par son public plus que ce qui vient juste de se passer sur le ring. Voilà. Donc, il est Ouais, le. mais et Vas-y. encore une fois, pour revenir dessus, j'imagine que tu l'as regardé comme moi plein de fois cette interview. Après avoir dit ça, t'as un moment de malaise dans la salle, et lui, il a ce sourire-là et ce regard-là, fier de lui, Fier de lui. et voilà, parce que t'as des mecs dans la boxe et dans l'histoire de la boxe qui ont ce côté aussi hood, quartier, vraiment sortir de milieux difficiles, etc. Et ces mecs-là, quand ils parlent, c'est limite si t'as peur, quoi. Tu regardes les Bernard Hopkins, des fois, interview, et il peut te mettre un petit frisson dans la nuque juste en l'écoutant. Ouais. Lui, c'est pas du tout ça. C'est vraiment le ghetto joyeux, quoi. Il te fait des blagues très limites, mais c'est toujours sur le ton de la vanne, et c'est caractéristique de tout ce qu'il fait. Ouais, ouais, mais en même temps, en mettant un malaise, parce que tu sais jamais où s'arrête le vrai du faux et tout ça avec lui. Psychologiquement, c'est un personnage extrêmement intéressant à analyser. Et donc, il y a ce combat-là qui fait, parce que l'audience est là. Je vous répète, Adrian Bronner, sa grande clé, c'est qu'il y a eu des audiences de dingue alors que il a joué tout de suite, t'es d'accord avec moi, la carte en anglais on dit la carte du heel, la carte du méchant, la carte du méchant, donc, et la carte du méchant c'est toujours intéressant en boxe parce que tu deviens le gars que tout le monde veut voir tomber. Et t'engendres comme ça des grosses audiences. Floyd l'a fait à sa façon aussi. Donc le combat a une grosse audience et donc va arriver le combat que on se souvient tous, peut-être l'un des combats les plus marquants de la décennie, symboliquement, parce que c'est un combat qui est monté aussi, parce que en tête, les gens se disent,
Mais vous imaginez si on met ce Broner face à Floyd, hein? Voilà. Alors en attendant, on va donner à Broner un autre dur à cuire pour voir comment il s'en sort et on va peut-être monter un truc de malade pour Showtime Pay-Per-View. Eh ben, on va y aller tout de suite, t'es d'accord avec moi? Alors, c'est juste ici. Et là, tu vas parler parce que tu en as déjà beaucoup dit. Arrive ce moment-là à San Antonio, si je me trompe pas, qui va tout changer. Ben voilà, le méchant Brunner, sa grande gueule, il va encore trop loin, mais il va trop loin avec la mauvaise personne. Voilà. Avec Maïdana. Exactement. Alors, Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu le combat, je vous conseille pas forcément d'aller le voir. C'est vraiment, pour le coup, là, tout ce dont j'ai parlé avant cette vidéo-là, du Brunner joyeux et un petit peu amusant, un petit peu limite, et qui est quelqu'un avec qui tu peux rigoler un coup quand tu entends ses blagues, même si elles sont souvent très limites. là, ça dérape. Là, ça n'a rien à voir. Et je pense, sincèrement, et je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard dans l'épisode, il y a un problème vraiment sur cet aspect-là avec ce personnage-là. C'est que il me semble que c'est le premier round, il va être dans le coin. Maïdana avance un petit peu n'importe comment sur lui, il le rush, c'est la fin du round, et il va le déborder. Il le retourne, voilà, il l'attrape et il lui met deux trois coups de hanche comme si il était en train de pratiquer un acte sexuel. Ouais. Et Maïdana comprend pas trop. C'est une honte. Honnêtement, c'est une honte. Quand tu vois ça, moi, j'étais hors de moi. Quand j'ai vu ça, j'étais hors de moi. Bah, là, tout ce que j'espérais, c'est qu'il se fasse casser la gueule. C'est le moment où tout ce qu'on pouvait quand même lui accorder, ça se discrédite totalement et que on bascule tous pour que, comme tu dis, pour qu'il se prenne une bonne trempe. T'es d'accord avec moi? Et voilà, exactement. Et ça met pas trop longtemps. Il me semble que dès le deuxième ou troisième round, il se fait attraper en reculant. Il prend un crochet au visage et il s'écrase dans les cordes. Il tombe dans les cordes complètement. La corde lui attrape la gorge pendant qu'il tombe. Et il va se relever. Il va se relever quand même et il va finir le combat. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même mettre en avant dans la carrière de Brunner, c'est qu'il a jamais perdu par KO. Il a toujours fini les combats, donc il doit quand même si on se pose parfois quelques questions sur ce qu'il y a dans sa tête, et est-ce que sa tête n'est pas parfois un petit peu vide, est-ce qu'elle ne sonne pas creux, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle est bien dure sa tête, et que c'est vraiment compliqué de le mettre KO, puisque personne n'a réussi, même Maïdana alors qu'il l'avait bien touché n'a pas réussi, et finalement après le combat on va avoir Maïdana qui lui rend son coup de hanche, qui va complètement le déborder, et puis à un moment Brunner ne sait plus où est Maïdana, il ne sait plus, et bam, il est dans son dos, et Maïdana lui met 2-3 coups de hanche comme il lui avait fait au round d'avant. Finalement, Brunner sur le dernier round va se réveiller un petit peu, mais est-ce que c'est pas aussi parce que Maïdana a eu une grosse débauche d'énergie sur les premiers rounds pour vraiment lui mettre la misère, et que finalement il le laisse boxer un petit peu, on sait pas trop. En tout cas, il finit le combat. Et à la fin du combat, il sort et il se fait huer par tout le public. Si je peux juste t'arrêter parce qu'on va parler de la sortie du combat, et tu parles de quelque chose de très important à mes yeux. Donc, on a compris qu'Adrian Broner maintenant, par sa mentalité, est jamais à 100% dans un combat. On l'a vu précédemment avec Malignaggi, où, comme on l'a dit, il y a toujours 2 combats dans un combat de Broner. Le combat où il pense, c'est le AB rappeur, et après il redevient boxeur parce qu'il faut gagner des rounds, parce qu'il faut pas que ça lui passe sous le nez. Voilà. Mais il arrive là quelque chose qu'on a compris peu à peu à la suite de sa carrière, c'est cet élément du 12e round. C'est 12e round. Et c'est pour ne pas faire de plagiat, je vous dis qui a l'auteur, c'est Steve Farhood qui a cette théorie sur Brunner, c'est que si Brunner boxait tous ses combats du début à la fin, comme il boxe tous ses 12e rounds, Brunner serait imbattable. Parce que même dans ce combat dur où il s'en prend plein la gueule, où il est totalement perdant, regardez le 12e round de Brunner contre Maïdana,
et je vous demanderai de regarder les deuxièmes rounds d'autres combats, Broner revient fort. Broner revient très fort. On oublie ça. Donc déjà, il se fait pas allonger, mais les fins de combat, il revient fort. Et donc on pourrait même se dire, ah bah, il lui a manqué des rounds. Ah bah ouais, forcément, il se réveille trop tard. Mais la théorie du 12e round d'Adrian Broner est essentielle, je trouve, pour comprendre sa carrière sportive. Et c'était l'occasion de le dire. On l'évoquera dans d'autres combats. Et donc tu nous parles de cette sortie de ring qui est aussi symbolique. Symbolique parce que c'est Broner qui s'interdit d'avoir un moment de classe. C'est-à-dire d'accepter une défaite, de serrer la main de son adversaire, dire voilà, j'ai perdu, je reviendrai plus fort. Il choisit de partir. Alors certainement, peut-être a-t-il aussi peut-être la mâchoire cassée, parce que ces images-là je me demande s'il n'avait pas un truc où voilà, mais il part un peu en voleur, ce qui est pas bon. Ouais, est-ce qu'il avait pas aussi peur d'une grosse émeute? Peut-être aussi. Parce que quand il sort déjà, les gens sont encore en train de regarder ce qui se passe sur le ring. Maïdana qui doit être en train de faire une interview télévisée, etc. C'est vrai. C'était chaud parce que il est pas parce qu'il fait son AB pas là où il faut. Absolument pas là où il faut. Alors là, je vous fais un peu de la démographique américaine. C'est que ça se passe à San Antonio. San Antonio, c'est un public latino. Le public est totalement, pas totalement bien sûr, mais je vais te dire à 80% dans la salle, c'est latino et c'est pour Maïdena. Voilà. Et c'est pas comme si tu faisais ça à Cincinnati ou dans une autre ville qui serait plutôt une ville plutôt noire américaine. Donc il peut pas, son AB et donc son interview d'après combat qui est si importante pour lui, il peut pas faire son personnage là. T'as bien raison parce que ça aurait pu vraiment exploser, ça aurait pu vraiment être très très dangereux. T'as tellement raison de redire ça. Ouais, mais est-ce qu'il est en état, de toute façon, est-ce qu'il est en état de faire sa fameuse interview de son combat? Là, on se pose la question. En tout cas, il sort et ils se prennent mais des jetés de bouteilles et de verres ils se font allumer par tout le public. Honnêtement, je dois avoir, il me semble que c'est un combat en France où c'est arrivé, une bagarre pendant un combat je sais plus qui c'était, une bagarre. Je sais plus qui c'était, mais à un moment, il me semble que c'était à Levallois où il y a eu une bagarre comme ça, les chaises sont parties dans tous les sens, etc. Ouais. Mais à part ça, j'ai jamais vu. Dans le passé, en France, il y a eu aussi ça, dans le sud de la France, dans les années 80, c'était retransmis par Canal+, aussi. Mais, comment dire, ces moments de tension, où c'est vrai qu'à la télé, parfois, tu les vois pas, tu les comprends pas, mais quand tu es dans le public, dans la salle, tu le sais aussi. Par exemple, un gros et énorme moment de tension aussi, n'oubliez pas, quand Frankie Randall se fait voler contre Chavez pour la revanche, en mai 94, et il part directement du ring et voilà, parce que là il est dégoûté parce que là il est victime un peu du boxing business, et regardez tout ce qui se prend dans la gueule, regardez tout ce qui commence à arriver, tout ce qui arrive sur lui, sur les épaules. C'est une vieille image et tout, et ça voulait dire que aussi ça a commencé à devenir très chaud, et parfois les boxeurs, comme tu le dis, ils sont extraits, tu vois. On les extrait parce qu'on est dans des moments de tension. T'as vraiment raison. Donc voilà. Alors le gros. Et juste derrière ça, pour finir sur ce combat-là, je sais pas si tu te rappelles, mais directement après, il va poster une photo de lui et Floyd dans un pick-up ou un truc comme ça, en train de revenir du combat, où Floyd sort une caption genre Big Brother is watching you ou un truc comme ça. Je veille sur toi, je vais te venger, etc., etc. Et c'est ça qui va donner lieu au combat entre Floyd et Maïdana, voilà. Où finalement Maïdana va bien lui donner du fil à retordre. Pas autant qu'à Broner, mais en tout cas il va vendre chèrement sa peau, notre ami Maïdana, et bien sécuriser ces 2-3 sacs de millions de dollars qui vont lui permettre de bien vivre pour le restant de sa vie, comme il est en train de bien vivre le reste de sa vie actuellement. Bon épicurien. Ouais, tout à fait, mais on va pas lui reprocher, il l'a mérité. Et
il l'a mérité, on est content pour lui. Un grand moment de boxe, hein, Mayweather-Maidana. Alors, moi, je vous dis, je pense que comment dire, euh, la narration profonde, l'idée de départ, c'est un AB Mayweather. Moi, je pense sincèrement ça. Mais Maidana est venu mettre son grain de sable et il a pris la place. Et puis la narration était bonne parce que Mayweather, justement, avait l'occasion de dire, bah, vous voyez, moi c'est Mayweather, c'est pas Adrian Broner. Je vais vous montrer la différence. C'était un peu ça aussi qui se jouait à ce moment-là. Voilà. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le Hood et le public de Broner ne va pas lâcher Broner, malgré cette défaite cuisante et l'humiliation qu'il y a eu. Ils ne vont pas lâcher Broner. Ça, c'est très intéressant à suivre. Il ne va pas devenir un paria. Il va rester le AB, parce que le personnage AB continue de plaire, continue de marquer les esprits. Et vous voyez, en sous-carte, c'est le retour aussi de Adrian Broner contre Carlos Molina. Moi, j'aime beaucoup ce combat parce qu'il y a des moments de Broner qui sont vraiment des moments, je dis bien, des moments où Broner est vraiment, il est au-dessus et tout. Bon, Molina, il n'avait pas boxé pendant plus d'un an avant ce combat, donc à remettre dans le contexte. Mais pour vous dire que l'image de AB est un peu sauvée par le monde du hip-hop, c'est que c'est pas anodin, mais il rentre avec Rick Ross pour ce combat, tu vois. C'est pas anodin. Ça, pour les gros, je sais pas comment on appelle ça, les grands noms du hip-hop, c'est toujours bon d'être associé avec l'image de AB, tu vois. La défaite de Maidana l'a humilié simplement pour les fans de boxe, mais pour la figure culturelle qu'il est, il n'y a pas trop d'atteinte. Ça m'a toujours étonné, tu vois. Ben ça, moi, je vais te dire, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à ressentir depuis ici la France. Je sais pas comment toi tu arrives à voir ça. Mais moi, j'ai vraiment du mal à voir justement cet impact-là sur la culture qu'ont les boxeurs. Que par exemple, est-ce que Devin Haney actuellement a un gros impact sur la culture? Est-ce que Gervonta actuellement a un gros impact sur la culture? Ouais, J'ai vraiment du mal depuis l'endroit où je suis à visualiser ça, pardon. Et mais c'est vrai que Broner est là, on va parler quand même d'autres choses et je pense que c'est important aussi d'en parler et de remettre, comme on dit, l'église au centre du village. Adrian Broner est sans doute l'un des boxeurs avec peut-être l'une des meilleures communications qu'on ait vues dans l'ère moderne. C'est un mec qui, dès le début des années 2010, va monter sa chaîne YouTube et créer une émission sur lui-même, auto-promu. C'est-à-dire que le mec va dire, écoute, et ça marche. Alors, le contenu qu'il met dedans, c'est Broner qui va à Vegas. Il faut avoir du recul, il faut avoir un second degré toi-même parce que c'est ultra. Alors, c'est très trash. C'est très trash, il y a des meufs à poil de partout, c'est casino, soirée, alcool à gogo, etc., etc. Mais au-delà du contenu, la démarche de se dire, écoute, moi je suis une personnalité publique, ce que la télé peut dire de moi, la télé en fait va dire de moi ce qui l'intéresse. Moi j'ai envie de dire de moi-même ce qui m'intéresse. Donc c'est très simple, je vais mettre mon argent dans une société de promotion qui va promouvoir mon image et qui va créer des vidéos et un contenu sur moi-même. C'est quelque chose qui se fait actuellement, tout le monde le fait. On est en 2020, tout le monde le fait sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur plein de plateformes. Lui, il le fait dès 2010, 2011, plutôt 2013, il me semble, et ça commence à sortir. Mais c'est quelque chose qui est révolutionnaire à l'époque. Sur YouTube, t'as rien à l'époque. T'as même pas les blagues de YouTubeurs qui disent tu sais, quand je vais au supermarché, ça t'arrive aussi quand ça t'arrive ça, tu vois. Ah ouais, attends, c'est pas Cyprien et tout. Parce qu'en plus, il y a du matos derrière. Hein, parce que quand tu regardes, quand tu as un œil, que tu vois le montage et tout ce qui a été. Enfin voilà, il y a du budget qui est derrière. C'est des productions énormes. Voilà. Et c'est lui qui les paye. Il s'auto-promeut lui-même. Tu es donc bien d'accord que dès le départ, il est l'impresario de lui-même.
et, et qu'il est bon là-dedans. Et qu'il Et d'ailleurs, qu'il est très bon là-dedans. qu'il est très Et très qu'il bon. est mais qu'il est très bon dans la manière, je veux dire, dans le spectacle qu'il donne de lui-même, mais aussi dans la manière de mettre en avant ce spectacle-là. Ouais. De promouvoir, tu vois, un artiste qui va en concert, il y a comment est-ce qu'il va faire pour être bon en concert, mais il y a aussi comment est-ce qu'il va faire pour mettre en avant ce concert-là et pousser les gens à venir à ce concert-là, à se construire un personnage, etc., etc. Et il est bon dans tous les domaines. Après, on peut débattre de est-ce que c'est bien la manière dont il l'a fait, etc., etc. Mais quand on regarde le résultat, il faut le dire, ça a marché. Ça a marché. Il s'est donné les moyens d'arriver là où il voulait arriver. Voilà. Avec comment dire, avec des règles qui étaient pas les règles consensuelles des gens des médias, tu vois, avec une façon de faire, une mentalité, parce que quand tu mets un Jim Gray qui interview Adrian Bronner, moi je suis toujours pété de rire parce que je me dis, ce Jim Gray, qui est un grand intervieweur, mais il doit être en dépression à chaque fois qu'il interviewe Adrian Bronner, c'est terrible. Et donc, voilà, il se passe ça. Alors moi, je trouve que 2014, je trouve qu'il est déjà une première fois sauvé par son personnage, il est sauvé par le Hood, et il refait aussi un combat contre, j'ai oublié, contre un Russe, où il reprend une ceinture, encore une fois, où il est plutôt bon, d'ailleurs, mais il y a déjà des questions de poids, où à la fois il a du mal à faire le poids, mais il impose un peu le poids qu'il veut. Pour vous dire que voilà, que on s'arrange toujours pour faire au mieux pour Adrian Bronner. Ça aussi, c'est un peu les injustices qu'il pouvait se permettre vis-à-vis de ses adversaires. Et donc en 2015, alors Adrian Bronner, qu'est-il? Un rappeur, un personnage des réseaux sociaux ou encore un boxeur? Eh ben, il va prendre le combat dur. Et encore une fois, ça va être d'une tension absolue, mais et c'est une autre défaite pour lui. Mais on va en reparler plus précisément de ça parce que je trouve on ne- les gens, ce que j'entends, je trouve qu'il y a des mauvaises interprétations sur ce combat. J'aimerais t'entendre parler sur en 2015. C'était une sacrée affiche d'ailleurs. Euh, Bronner contre Sean Porter. Ça arrive le 20 juin. On fête encore les anniversaires en ce moment. Alors, ce combat-là, je vais te dire honnêtement, hein, et j'ai beaucoup de respect pour les boxeurs, pour le spectacle qu'ils proposent, etc. Et qu'ils mettent en danger leur santé pour nous proposer un spectacle qui, nous, depuis notre canapé, puissions manger des pop-corn et passer un bon moment. Je sais ce que tu vas dire. Ou deux. Voilà. Mais je me suis rarement autant fait chier devant un combat. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les deux, je me dis, mais mettez des coups. Qu'est-ce qui se passe? Et t'as Bronner qui passe son temps à accrocher, Porter qui n'arrive pas à boxer dans l'accrochage. C'est un truc où c'était, enfin moi c'est l'impression que j'ai eue, c'était que c'était un fouillis de boxe ce combat-là, alors qu'il y avait des boxeurs qui intrinsèquement et individuellement présentent des possibilités de faire un beau combat, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et un combat qui moi je trouve que Sean Porter fait ce qu'il sait faire dans l'agression toujours à la limite, toujours, mais ce qui fait qu'il empêche Adrian Bronner de se sentir bien. Et puis on a encore un Adrian Bronner qui est dans sa logique à lui, qui n'est pas notre logique à nous, c'est-à-dire qu'il est encore dans il m'a énervé, Porter. Je veux absolument lui mettre ce coup comme ça. Et Ouais. donc, déjà, il se fait bousculer physiquement. Donc, il doit boxer en reculant la plupart du temps. Voilà. Et Porter gagne à la fois les rounds, à la fois du temps, grâce à cette tactique. Et t'as un Brunner qui lui est omnibulé par mais je veux te mettre une claque. Parce qu'il adore mettre sa claque. Tu vois, c'est pas le seul, hein, je veux te dire, les Américains, là, les boxeurs américains qui aiment mettre la claque en reculant, là, le check hook. voilà. Putain. Voilà. Mais c'est un mec qui est je trouve, qui est omnibulé par faire ce geste, quitte à, encore une fois, se réveiller trop tard. Mais dans ce combat, encore une fois, arrive la théorie du 12e round de Adrian Bronner. Ça, on peut quand même lui accorder.
c'est que tu as là encore, une fois, un 12e round qui est pas du tout à l'image du reste du combat, où dès le début, t'as Brunner, boum, il arrive à knocker Porter. Alors, est-ce que Porter est totalement sonné? Non, mais quand même, il y en a peu qui ont réussi à mettre le cul par terre à Sean Porter. Hein. Ça, il faut le faire, hein, parce que Sean Porter, c'est un putain de blocos. Et donc, il y a encore, une fois de plus, la théorie du 12e round arrive, et donc de là, ce combat, tu sais comment il est perçu. On se dit, encore une fois, bah putain Brunner, si t'avais boxé comme ce 12e round, ce combat-là, tu l'avais quoi. Et encore ça. Et à cause de ça, ça va avoir aucune incidence. Il prend une défaite de plus, mais le personnage reste tel que lui-même. C'est comme si c'était une défaite pour rien. Tu vois, et donc bon, Porter a peut-être une de ses meilleures victoires en carrière. Mais pour Brunner, en fait, c'est comme si, à la différence d'autres boxeurs que dès qu'ils se prennent une défaite, on leur met ça sur le dos toute leur vie, bah là, il se prend la défaite, mais comme si de rien n'était. Et puis il y a encore cette frustration du 12e round, qui est pas du tout à l'image du combat, comme tu le disais, du combat qu'on a eu avant. Et donc, bon, déjà 2 défaites pour celui qui se fait appeler A Bad Billion. Ben, tu vas pas te le faire le milliard déjà avec 2 défaites au record. Voilà. Donc, comme tu dis, on est, on est face à un talent pur qui est d'autant plus frustrant parce que, comment dire, le mec, je sais même plus s'il est très intéressé par la boxe, mais ce joyau, parfois nous fait des sorties, tu sais, comme une sorte de fulgurance où on revoit le potentiel que c'était par petits bribes comme ça. Tu te dis, mais putain, et putain, voilà, et donc cette sensation continue. Tu veux rajouter quelque Mais chose dessus? je vais même aller plus loin. Alors déjà, pour parler de cette théorie du 12e round, je trouve que c'est très facile quand même de se donner à fond quand on n'a rien fait pendant les 11 premiers rounds et qu'on a encore toute cette énergie-là et de tout à coup se réveiller et de mettre un coup d'accélérateur quand l'autre a fait tout un travail et un vrai travail de fond pendant 11 rounds et que du coup il est fatigué sur le dernier. Donc voilà, c'est aussi comment dire, une théorie à bien faire reposer sur le fait que ses adversaires, eux, ont boxé pendant les 11 premiers rounds. Donc, voilà, et il faut quand même pondérer cette théorie-là par ce fait-là. Ensuite, pour parler de ce que tu viens de dire, c'est ça qui est quand même dingue avec Adrien Bronner, c'est que malgré le fait que il en est, comme tu dis, un petit peu rien à faire de la boxe et que il est son esprit ailleurs, qu'il pense à être beau, à faire des choses qui sont belles, à peut-être rapper à côté, peut-être être une personnalité publique, etc. Ben, il peut rencontrer des boxeurs du niveau de Sean Porter et ne pas se faire défoncer. C'est un dur. C'est un putain de C'est dur. dingue. Normalement, un mec qui s'en fout comme ça de la boxe, il monte contre Sean Porter, KO 4e round, technical knockout et tu rentres chez toi, quoi. Ah, je suis d'accord, totalement. Ah ouais, non mais il est dur de chez dur ce mec. C'est vrai. Et encore une fois, on revient ce dont on a parlé en tout début d'émission, c'est que il a une expérience et un métier qui fait qu'il peut monter sur un ring et faire les 12 rounds sans se dire il n'y a pas de combat où Adrien Bronner monte sur le ring et où on se dit merde, il est en danger pour sa santé. Tout à fait. Et c'est quand même dingue quand tu vois son hygiène de vie et le niveau qu'il maintient et le niveau d'implication qu'il a. Normalement, c'est quelque chose qui devrait arriver. Parce que il y a plein de choses qui jouent aussi. Je pense que toutes les assets qu'il a gardés en étant un petit prodige jeune l'ont permis aussi d'être dur. Et puis physiquement, non, c'est dingue. C'est dingue. T'as bien raison de le dire. Et on arrive donc à une année 2016 qui est pour moi l'année complète où on va au bout du bout de cette logique, donc qu'on essaye de vous exprimer. Cette année 2016 qui est une année un peu une année morte, il va faire, si je me souviens bien, il va faire un seul combat contre un mec du Mayweather Gym. Tu en parlais tout à l'heure, Florent. Voilà. Contre Théophène. Voilà, alors que Théophène, ça sera jamais une terreur ni un joyau, mais bon, c'est un boxeur professionnel quand même de qualité. Et d'expérience. Et d'expérience, tout à fait. Et il les a tous affrontés. Enfin bref, c'est quand même un pro, un vrai. Et donc Brunner, alors encore des histoires de poids.
Le Brunner qui arrive pas à faire la balance, encore là, voilà. Et puis bon, le Brunner qui est déjà plus avec nous parce que bon, il doit rentrer en prison juste après ce combat, tu vois. Il sait qu'il doit faire du zonzon pendant un petit moment, après ce combat. Alors pour buzzer, ce combat va être utilisé pour un peu clasher Floyd. Parce que tu vois, après le scénario de Floyd le grand frère, il fallait quand même qu'il y ait un petit bif avec Floyd pour faire parler de soi, et ça a fait parler beaucoup de soi. Voilà, mais encore, je vais te dire, ce combat-là, encore au talent et enfin, simplement aux skills, bon, là il le domine et il arrête Théophène, voilà. Et donc il va en zone, mais c'est vraiment, pour moi, c'est symbolique, c'est 2016, c'est complètement symbolique de cette logique-là, un peu de perdition finalement, d'Adrian Bronner, malgré tout. Et, euh, et donc il va avoir cet arrêt, j'allais dire un arrêt au stand, parce que chez Bronner il va avoir des arrêts en prison, euh, qui vont jonger sa carrière. Et puis là, par contre, on va arriver dans un autre chapitre de sa carrière qui est un peu mal vu. Pourquoi? Parce que le personnage est si irritant qu'on n'arrive plus à avoir un regard pugilistique. Et c'est pour ça aussi qu'on en parlait, Florent de Overend, sur le cas Bronner. C'est qu'à partir de 2017, moi je trouve qu'on est dans autre chose. On n'est pas dans cette... on n'est pas dans ce manque de sérieux. Et on va en parler maintenant. Voilà, alors, le personnage Brunner est, est ce qu'il est, voilà. Et puis arrive un combat de retour, voilà, contre Adrian Granados. Adrian Granados, aussi, j'en ai beaucoup parlé sur ma page, encore un pro, un vrai, un dur au mal qui, quand il est bien préparé, quand il est chaud patate, eh ben, attention, ça peut faire mal. Il a des upsets dans sa carrière, notamment contre Amir Iman. Voilà, c'était l'upset de l'année 2015, hein, si je me souviens bien. Adrian Bronner, Granados, chez Adrian Bronner, là on est à Cincinnati, eh ben, c'est pratiquement le combat de la rédemption, quelque part, pour Adrian Bronner. On est sur Showtime. Et puis Granados est là et il est motivé, le Granados. Il est motivé, il est chaud patate. Et ça donne un excellent combat à suivre. Alors là, la différence peut-être du combat avec Porter, est-ce que tu as du plaisir à voir ce combat? Alors, j'ai du plaisir à voir ce combat, mais honnêtement, je vais être complètement honnête avec toi. J'ai beaucoup de mal avec la boxe de Sean Porter. Et c'est sans doute ça aussi, c'est le style makes fight, et qui fait que Bronner contre Porter, c'est les deux personnes qui méritent. C'est Et difficile. malheureusement, moins plus moins, ça fait pas plus. Et je m'étais retrouvé devant une purée de boxe. Mais ce combat-là, bah, en fait, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à une mise de gants, où t'as un mec qui est censé être le sparring partner qui vient, et puis qui en fait essaie de gagner son round. Et qui vraiment, vraiment, vraiment vient essayer de casser la gueule du mec qui est en train de préparer son combat. Et où t'as un regain d'orgueil qui fait que tu te retrouves face à une vraie bagarre, quoi. Une vraie bagarre. Le mec que t'as payé $50 pour qu'il vienne faire une mise de gants, ben en fait, finalement, t'as envie de lui dire, ouais, mais attends, c'est moi le patron ici, Ah, ça devient c'est moi qui te sérieux. paye. Ça devient Donc sérieux. voilà, exactement, exactement. Et c'est à ça que m'a fait penser ce combat-là. Ouais, et combat, enfin vraiment, je vous dis, combat d'une part plaisant à suivre, voilà, avec un Bronner beaucoup plus, et là, ça va être le mot que je vais employer pour d'autres combats, beaucoup plus appliqué, qui sait qu'il peut risquer gros, hein. Alors même certains diront qu'il a été sauvé par les scorecards, possible, possible. Je le vois quand même devant moi, mais possible. C'est extrêmement finalement serré parce que il y a eu commencé un combat compétitif. Granados a eu une mentalité d'acharné du début à la fin. Donc c'est lui qui propose le combat finalement. Adrian Bronner est beaucoup plus appliqué, beaucoup plus sérieux quelque part, et on voit que finalement j'ai l'impression qu'il là il est plus sérieux sur le ring. Pourquoi est-il plus sérieux? C'est parce que je pense qu'il qu'il a quelque chose, on lui fait miroiter quelque chose de très intéressant. N'oubliez pas que les bourses ne sont pas toujours les mêmes, mais il y a, à mon avis, une énorme bourse qui arrive quelques mois plus tard, dont on lui parle déjà, c'est ça. Et il fallait pas rater son combat contre Granados pour avoir
ce combat-là, qui arrive quelques mois plus tard. Broner contre Garcia. Mickey Garcia qui est un peu qui est de retour à la compétition, qui a un free agent, voilà, qui est deal avec Alemon et donc qui qui est en recherche de noms pour faire des grosses affiches de name et faire des pépettes. Et donc, eh ben, l'association Broner-Garcia pour le combat de l'été 2017, si je ne me trompe pas. Je me souviens à l'époque, j'avais fait un live de 4 heures sur Facebook pour ce combat. Et donc, voilà, un Broner plus sérieux, plus appliqué, qui fait le poids aussi. Et un Garcia aussi, ben là, un Garcia qui va montrer l'étendue de son talent en maîtrisant un Broner euh, pour la plupart du combat, avec son timing, son 1-2 et ce timing incroyable, alors que Brunner, ça se voit, hein, et je me répète, est beaucoup plus sérieux dans sa boxe. Et puis encore une fois, un 12e round, où Brunner se réveille et bouge un peu Garcia, comme s'il s'était pas fait bouger pour le reste du combat. Voilà, alors ce combat-là, toi, comment tu l'as analysé? Une démonstration du talent de Mikey Garcia. Comme tu dis, son sens du timing et comment dire, cette capacité à faire beaucoup entre guillemets avec très peu. Une boxe avec, et là, parlons-en, aux antipodes de ce que propose Adrian Bronner, c'est-à-dire rien de flashy. Il n'y a pas justement ce dont tu parles de check hook que tu as envie d'envoyer parce que c'est très joli et puis c'est très voilà, exactement. C'est très joli, ça fera buzzer les réseaux sociaux et ça te fera une belle vidéo à mettre sur Instagram, etc. Ça n'existe pas chez lui. C'est efficacité maximum avec une maîtrise des fondamentaux de la boxe qui sont qui est complètement léché. Ces fondamentaux de boxe, il les maîtrise complètement et disons que pour nous, les personnes qui aimons la boxe, c'est quand même assez agréable de voir qu'une personne qui maîtrise autant ses fondamentaux, arrive à battre et arrive à emmener à l'école quelqu'un qui est dans une démarche autre et qui a été dans sa carrière dans une démarche autre que d'appliquer les fondamentaux de la boxe. Voilà. Mais encore une fois, c'est là qu'on peut voir que le phénomène Brunner et ce joyau qu'il a été par le passé et tout ça, on voit que là, eh ben, euh, sportivement, le bas blesse. Et je pense qu'il le sent lui-même. Pourquoi? Parce que ce combat est révélateur, parce que je vous dis, il est beaucoup plus sérieux, Brunner, mais arrive un personnage qui est essentiel pour comprendre ce dernier chapitre de carrière de Brunner, c'est cet homme, Kevin Cunningham, un grand entraîneur de boxe, Kevin Cunningham. Moi, je rêverais de me faire entraîner par Kevin Cunningham, tu vois, qui arrive dans le paysage de Brunner, mais qui arrive pour ce combat un peu trop tard. Il arrive en fin de training camp, même s'ils se connaissent déjà, c'est un milieu où ils se connaissent tous, ils se connaissent déjà, mais la méthode Kevin Cunningham va être appliquée un peu trop tard pour ce combat contre Garcia. Mais l'homme qui rend d'autant plus sérieux dans sa boxe et beaucoup plus discipliné Adrian Brunner sur le ring, c'est cet homme. Kevin Cunningham qui arrive malheureusement trop tard. Alors on se dit, qu'en est-il de Brunner? Là, c'est encore une déception supplémentaire. Normalement, pour n'importe quel autre boxeur, ça aurait été la déception de trop. Mais, encore une fois, tu mets Adrian Brunner en main event sur Showtime. Showtime fait d'excellents scores d'audience. Donc, Brunner va encore avoir sa chance. Et sa chance arrive quelques mois plus tard, on est en 2018, on est en avril 2018, pour, à mes yeux, un excellent combat que j'adore voir et revoir. Je trouve un excellent combat très très lisible, où Brunner est véritablement sérieux et la mentalité Cunningham a fait son travail. C'est ce combat-là, hop, contre Vargas. Vargas qui est un très très... Enfin, un meilleur boxeur que ce qu'on dit. D'ailleurs, un spécialiste de l'overhand. Je pense que peut-être tu l'aimes bien, le Vargas. Et donc, ce combat-là,
on a le Brunner véritablement appliqué, qui propose un beau combat de boxe. Enfin, les deux proposent un excellent combat de boxe. Comment, là, tu le vois, tu l'interprètes, ce combat? Ben justement, comme tu dis, moi je le vois vraiment dans la continuité de ce qu'il propose contre Garcia, qui est plus en réussite, notamment parce que il a un adversaire en face de lui qui n'est pas Garcia et qui lui laisse plus de possibilités. Est-ce que le résultat, toi, qu'est-ce que tu penses surtout du résultat? Est-ce que tu le voyais gagner? Est-ce que tu penses qu'il aurait mérité une victoire? Moi, oui. Je te dis, un Ouais. combat très serré, parce que Vargas est là, et Vargas propose un bel, comment dire, une belle opposition physique, enfin, je trouve très logique Vargas dans sa boxe ce soir-là, mais je trouve un Adrian Broner beaucoup plus appliqué et qui a des meilleurs moments plus tôt dans le combat aussi. Voilà. Alors il y a beaucoup de fins de round qui sont vraiment assez spectaculaires. Preuve que l'un comme l'autre savait qu'il fallait gagner ses fins de round. Donc je vous le conseille, mais boxe très lisible, où il est moins dans les faits. D'ailleurs, on revoit Brunner bien remettre parfois son avant-bras aussi bien haut, ça change tout. Il y a aussi ce discours du deuxième round de Kevin Cunningham à Brunner, où il sent Kevin Cunningham que Brunner va peut-être repartir dans son éternel problème d'être apathique en début de combat. Et il lui dit, regardez, vous écouterez, il lui dit, on n'a pas travaillé autant tous les deux pour que tu sois pas actif. Vas-y, t'as tellement travaillé, je sais que t'es tellement bien, vas-y. Je crois que c'est vraiment un discours qui vient du cœur de Kevin Cunningham. Vraiment. Et donc, ben moi, c'est un combat que je trouve extrêmement plaisant. Et c'est finalement pour moi, c'est le dernier, tu sais, le dernier soubresaut Hmm. pugilistique de Brunner. Voilà. Ouais, c'est ça, ça rappelle un peu, bon, toute proportion gardée, et c'est une comparaison qu'on n'aime pas trop faire entre la boxe et le foot, mais c'est le petit retour de Thierry Henry à Arsenal à un moment où il était parti aux États-Unis et qui revient, il marque un but et puis on est tous contents, quoi. C'est vraiment la petite étincelle Petite étincelle. dans l'obscurité où tu vois que, ben, en fait, comme on disait en début d'émission, ce mec, avec tous ses déboires, c'est vraiment un crack. Ouais, c'est un crack, mais qui peut-être là, les abus, les excès, Bien sûr, font bien sûr. que à ce moment-là de sa vie et de sa carrière, font que ça a un impact et que malgré tout il décélère. Et je trouve que en décélérant, je trouve qu'il propose une belle dernière chose. C'est ça la belle dernière chose de Brunner à chercher si vous aimez quand même le personnage, si vous n'êtes pas trop agacé. C'est là qu'il faut aller regarder ce combat. Magnifique. D'ailleurs, il a été PBC l'a remis sur YouTube dernièrement. Ils ont remis la soirée complète. Allez voir, c'était une belle soirée boxe. Très très belle soirée boxe. Et donc, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que malgré qu'il soit beaucoup plus sérieux, pugilistiquement parlant, avec l'aide de Kevin Cunningham qui sait, je vous répète, hein, c'est pas rien, Kevin Cunningham, c'est le mec qui est derrière Erickson Lubin, qui a fait que Cory Spinks a été un grand champion chez les Walter. Enfin bref, c'est un très très grand entraîneur. Euh, il n'en reste pas moins le AB personnage. Et donc, encore une fois, qu'est-ce qui est très important pour lui, qu'il ne faut pas rater, c'est l'interview d'après combat. Alors, il s'énerve parce que c'est le match nul, voilà, mais il y a toutes les punchlines qui sortent, parce qu'il faut qu'il les sorte, ces Ah, je punchlines. me rappelle. Alors Voilà. attends, est-ce que c'est dans cette interview-là qu'il va dire euh, je l'ai tabassé comme si c'était Martin Luther King au lieu de dire Rodney King qui s'était fait frapper à Los Angeles par la police et qui était décédé, Ah, peut-être que c'est dans celui-là. Moi, je me souviens il me qu'il fait semble. une allusion à, tu sais, à qui il fait une allusion? Parce À qu'il veut qui? faire une référence, parce que le hip-hop game l'écoute, il fait une allusion à Tekashi 69. Il fait, regarde, Ah ouais? il dit à Jim Gray, regarde sa gueule, elle est, Elle c'est est comme colorée Tekashi, multicolore comme. elle est Ouais. comme Tekashi 69, c'est un Blood, tu sais. Il fait un jeu de mots, Hmm. Blood, le gang des Bloods et le visage ensanglanté de Vargas, et il fait une référence à Tekashi 69. Pour vous dire que c'est plus important pour lui de la sortir au micro que avoir une grosse victoire. Donc le personnage reste là, et donc finalement sportivement il a décéléré, mais comme le personnage est là,
et qu'un pay-per-view, il faut un méchant, et ben il va avoir son dernier gros chèque. Le papa Alemon a vraiment toujours été bienveillant avec Adrian Bronner, et peut-être, on ne sait pas si on le retrouvera sur un ring un jour, Adrian Bronner, mais la dernière fois qu'on l'a vu, eh ben c'est contre lui. Pour le retour, Manny Pacquiao, qui était en pay-per-view, Showtime pay-per-view, voilà, et là, combat, eh ben, moi, mon ressenti de ce combat, je vais te le dire, après, bien sûr, excuse-moi, je parle trop, je te laisse parler, c'est que, je suis désolé, mais on a encore un Adrian Bronner appliqué, qui n'arrive pas à exprimer, qui n'arrive pas à être dans l'attaque, mais qui applique, regarde bien, il est appliqué, parce que encore il y a l'effet Cunningham qui est là, malheureusement il est complètement dépassé par Pacquiao, par l'agressivité de Pacquiao, mais c'est un Bronner appliqué qui en fait, alors pouvait-il faire autre chose? Était-il là pour faire les 12 rounds? Comme on l'a dit, c'est un mec, de toute façon tu peux pas l'allonger, donc il fera les 12 rounds. Voilà, mais alors là c'est le moment où on se dit bon, c'est fini. Et dernière chose, moment symbolique pour lui, c'est le moment où il perd le hood. Il perd complètement le hood parce que l'interview d'après combat, au lieu de faire écho dans la planète hip-hop, eh ben il va devenir la risée de la planète hip-hop avec cette interview d'après combat où il se scandalise de ne pas avoir la décision. Et là, un peu comme Denzel Washington dans Training Day, le hood le lâche complètement, et symboliquement c'est très fort, et je me demande, pour un mec comme Bronner, je sais pas s'il pourra s'en relever un jour. Alors toi, le combat et la dimension symbolique, comment tu vois ça? Ce combat-là, alors ce combat-là, c'est un combat qui m'a assez plu. Comme tu dis, un petit peu cette impression-là que Bronner a du mal à passer une vitesse, tout simplement. Juste à passer une vitesse, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'embrayage, c'est cassé, comment ça se passe? Un combat où Manny Pacquiao peut-être aurait pu accélérer un petit peu plus et essayer d'avoir des velléités de lui faire mal, peut-être un petit peu plus, je sais pas. En tout cas, Bronner a fait les 12 rounds, et encore une fois, il faut rappeler et bien mettre en avant le fait qu'il a affronté des noms et des mecs qui tapent vraiment, et qu'il n'est pas tombé. En tout cas, qu'il n'a pas gardé ses fesses au sol. Et ce qui m'a marqué sur ce combat-là, c'est ce dont tu parles, la promotion. C'était la première fois où je me disais, en fait, Bronner, il fait vraiment ça juste pour le spectacle. C'est vraiment... avant, je me disais peut-être que il le pense vraiment, c'est juste qu'il est un petit peu, entre guillemets, bête et gentil, qui veut faire des blagues, etc. etc. Mais je sais pas si tu te rappelles, il y a des interviews, et Manny Pacquiao, et le contraste entre Manny Pacquiao, le sénateur, et Adrian Bronner juste à côté, mais Manny Pacquiao est mort de rire de le voir à côté en train de faire des blagues, etc. Ouais. Ou notamment une conférence de presse où Manny Pacquiao a sa ceinture sous le bras et lui il monte sa ceinture Gucci au-dessus de la tête. C'est une vaste fumisterie, tout ce qui se passe autour de ce combat-là. Mais le combat en lui-même est un combat assez agréable, même si, voilà, comme souvent avec Bronner, on se demande quand est-ce qu'il va accélérer. Et là justement, ça n'arrive jamais. C'est Pacquiao qui est en face aussi. Et c'est ce moment ce moment à la Training Day, ce moment où il perd tout, voilà. Et je me demande, parce c'est quand même janvier 2019, hein, et on se demande tous si finalement on reverra un jour Adrian Bronner sur un ring. Alors je pense que pour des questions d'argent, je pense que oui, tu vois. Mais à mon avis, on saura que c'est pour d'éternelles mauvaises raisons, tu vois. Voilà. Voilà, comme tu dis, il faut le dire. Adrian Bronner, c'est encore un nom qui peut faire de l'argent. Ouais. Demain, Adrian Bronner. Mais moins qu'avant maintenant. Je pense qu'il y a... Bien sûr, moins qu'avant. Mais par rapport au niveau qu'il présente, si demain je te dis que Adrian Bronner a une bourse à 800 000 $, est-ce qu'un boxeur de son niveau, normalement, devrait avoir des bourses à 800 000 $? Honnêtement, je pense pas. Et surtout qu'il a tapé plein de fois le million. Donc,
Et que Il oui, prend 2 sur le combat contre Pacquiao, je crois. et parce que la logique qu'il a mis en place quand on réfléchit sur lui et que le boxing business, c'est en ça que c'est fort, c'est que il y a pas du tout il est pas du tout en lien avec la logique des autres boxeurs, tu vois, Exactement. pas du tout en lien avec la logique des autres boxeurs. À noter aussi que Adrian Broner, malgré tout, est un manager et promoteur et que il a quand même fait du bon boulot pour un des mecs comme Robert Easter Jr. Notamment. Voilà, donc c'est un mec qui a qui est plus malin qu'on ne le croit. Voilà, et puis bah, ça m'a fait plaisir finalement. Tu vois, ça m'a fait plaisir que tu m'accompagnes pour parler du cas Brunner, essayer de le parler d'une autre façon, essayer de véritablement en parler et pas rester que dans la frasque. Alors si ça vous a pas plu, je vais faire mon petit Adrien Brunner. Si ça vous a pas plu, ben tiens, hop, ah mince, je l'ai pas mis là. T'as qu'à te manger ça, tac. Il est juste à côté de moi, Adrien Brunner, il est juste ici. Voilà, et bah, ça m'a fait énormément plaisir, Florent, qu'on retrouve Overhand sur YouTube, évidemment, hein, sur les réseaux sociaux, avec des vidéos qui arrivent, de plus en plus en ce moment. Hein. Il y en a une autre qui Ouais, arrive bientôt. ouais. Vas-y, c'est On va essayer de voir un petit peu ce qui se déroule aussi dans l'actualité, parce que là, c'est vrai que les combats qui sortent, c'est pas forcément la grande folie, même si ça fait plaisir de revoir de la boxe en direct. Mais on va essayer de sortir quelque chose, de se mettre une petite régularité. C'était compliqué pendant le confinement, mais là, on va essayer de se remettre une petite régularité. ok. Si tu me permets, je voudrais juste finir cette vidéo-là par un point qui me semble très important dans la carrière d'Adrien Broner Oui. et que j'ai remarqué et qui m'a vraiment sauté aux yeux quand j'ai préparé cette vidéo-là pour toi. Et je voudrais savoir ce que tu en penses surtout. C'est que je pense que la carrière d'Adrien Broner est marquée par une chose, et la vie d'Adrien Broner est marquée par une chose, et cette chose-là, c'est les femmes. Adrien Broner a un problème, et un vrai problème avec les femmes. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? On sait tous qu'il a eu plusieurs femmes, énormément de maîtresses, des enfants dans tous les sens, Ouais, sans des doute des baby enfants qu'on ne connaît mamas. pas. Il a été condamné pour des histoires d'agression sexuelle. Il a 2013, le moment qu'on parle charnière, c'est un moment pendant lequel il poste sur Instagram une sextape avec des filles qui ont porté plainte contre lui parce que elles n'avaient pas validé le fait qu'il poste cette sextape. Il y a énormément de problèmes, mais ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a des interviews dans lesquelles il ramène ce sujet du sexe et des femmes dans des sujets qui n'ont rien à voir. Il va raconter sa vie et raconter sa carrière, et il va dire, vous savez, je suis tombé amoureux de la boxe avant de tomber amoureux des femmes. Ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce que tu me parles des femmes? Parle-moi de boxe, parle-moi comment tu as commencé la boxe, tes combats amateurs, etc., etc. Une autre interview où il va dire, après ce combat-là, je pense que je suis allé faire l'amour. Mais on s'en fout. Pourquoi tu nous parles de ça? Et je pense vraiment qu'il a un problème et que ce problème-là dont on parle depuis le début, qu'il veut être beau et qu'il veut montrer qu'il est beau, etc., c'est peut-être, sans faire de la psychologie de comptoir, même si ça ressemble beaucoup à de la psychologie de comptoir du PMU, c'est peut-être lié à ce problème-là, et ce problème-là de je veux montrer que je suis très fort, et j'aime beaucoup être en belle compagnie, avoir des femmes, avoir des rapports avec des femmes, et Ouais. je sais pas d'où ça vient. Il faut que ça twerk autour de moi. Faut que ça twerk autour de moi, les mecs. Mais à qui parle-t-il? Tu sais, quand il fait une interview, je pense aussi, Brunner, à qui parle-t-il? Parce que lui, il parle pas à un mec comme toi et moi. Il fait une interview, mais un mec comme toi et moi, il s'en bat les couilles. Il parle à des gens qui sont réceptifs à tout la logique hip-hop. C'est pas la logique de la musique, mais tu sais, ce décorum où les mecs, le gars veut te faire croire certainement à des gamins du hood que sa vie, c'est le clip de French Montana où il y a que des culs qui twerkent autour de toi. Tu vois? Et s'il peut essayer de marteler ça, il martelait jusqu'à, comme tu le dis, il le martèle presque pour s'en convaincre lui-même, tu vois.
Je crois que voilà, il a toujours été dans une logique qui est pas la nôtre. En fait, Brunner, c'est un dialogue de sourd éternel, en fait. Tu sais, ça me dit, mais les femmes révèlent ça, quoi. Les femmes C'est clair. révèlent ça. Et Parce qu'avoir des baby mamas, tu vois, ça pose pas de problème, bien sûr. voilà, mais tu vois, quelque part, entre eux, est-ce qu'ils sont pas en train de compter combien de baby mamas ils ont? Tu vois, je ne sais pas, tu vois, est-ce que Rick Ross et 50, je ne sais pas, tu vois, est-ce que parfois, c'est un peu pour se la raconter, est-ce qu'ils sont pas ils en viennent pas à se dire, ah bah moi, tu vois, j'en ai 5, ah bah moi j'en ai 6, tu vois. Et lui, il veut toujours compétitionner. Il a voulu compétitionner avec Floyd Mayweather. Je suis sûr qu'il veut compétitionner avec Young Thug, avec tous ces mecs-là il a un syndrome d'Icare parce que je pense qu'il a des étoiles dans les yeux quand il voit ces mecs, tu vois, qui le font rêver. Et il veut être à leur égal. Et son problème, et c'est bien d'en reparler, c'est que il a des étoiles dans les yeux en voyant ces mecs-là, mais le problème c'est qu'il a des étoiles dans les yeux en voyant trop de mecs qui sont différents. Et tu peux pas avoir des étoiles dans les yeux quand tu vois Floyd Mayweather, et derrière avoir des étoiles dans les yeux quand tu vois Rick Ross ou je sais pas quel rappeur, et derrière avoir des étoiles dans les yeux quand tu vois une personnalité publique, etc., etc. À un moment, si ces mecs-là en sont là, c'est parce qu'ils se sont concentrés sur leur corps de métier, sur leur corps d'expertise. Et malheureusement, l'histoire et la carrière d'Adrien Bronner, c'est qu'il a essayé d'être plein de choses en même temps, et qu'à force d'essayer d'être plein de choses en même temps, il a finalement été, malheureusement, très peu de choses. En tout cas, dans l'excellence, au niveau de l'excellence, il a réussi à atteindre très peu de niveaux dans tous les domaines. Tout à fait. Tout à tellement résumé. Et pour conclure, en fait, peut-être tu vois, en recentrant, peut-être en fait, c'est simplement l'image d'un prodige qui n'a pas du tout été fasciné par son sport, qui n'a pas été obsédé par son sport. Voilà. Et c'est ça qui est dommage. Voilà. Et juste pour clôturer, je pense que c'est important cette vidéo-là pour tous les mecs, les meufs également, toutes les filles, tous les garçons qui suivent la boxe actuellement et qui viennent de se mettre à la boxe et qui n'ont pas forcément le recul que moi je peux avoir ou que toi tu peux avoir, même si mon recul est quand même très léger par rapport à des personnes qui sont un petit peu plus âgées et qui suivent la boxe depuis un petit peu plus longtemps. Quand on voit des jeunes qui sont des cracks et qu'on nous dit ce mec-là c'est le futur Oscar De La Hoya, ce mec-là c'est le futur machin, c'est le futur machin, c'est le futur machin, si s'il n'est pas obsédé par son sport ou par son art, eh ben il a beau être un prodige, ça sera pas le crack dont on parle. Il faut être l'obsession. Exactement. Et si nous on a ce recul-là de dire ouais mais attends un petit peu, laisse-lui un petit peu de temps, on attend de voir un petit peu, c'est aussi parce que on a ces expériences-là, d'avoir croisé dans notre expérience de fan de boxe des mecs qui étaient des cracks jusqu'à ce qu'ils aient 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, et tout à coup, il y a un facteur X, un facteur Y qui fait qu'ils vont sortir de leur route et finalement ne pas atteindre les espérances qu'on avait pour eux. Tout à fait. Et Adrien Bronner en fait partie parce que, encore une fois, quand il était jeune, et c'est ce qu'on a dit en début d'émission, il était meilleur que beaucoup de jeunes qu'on a actuellement. Oh oui. Et de loin. Ouh là là, et de loin. Et ben voilà, ça conclura la discussion Brunner. Voilà, et tu parlais d'expertise d'anciens. Bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est le 23 juin et c'est l'anniversaire du Capitaine. Eh ouais, j'ai pris une année supplémentaire dans la gueule. Boum. Alors si tu veux soutenir le Capitaine, n'oublie pas que il faut t'abonner. Ça, c'est le b.a.-ba et tout. Et puis si mon travail te plaît, il y a PayPal et il y a Tipeee pour soutenir la piraterie de la boxe et pour que je puisse continuer à vous faire des vidéos et pourquoi pas, quand on pourra, vous faire des vidéos notamment aux States. Voilà. En croisant peut-être Adrien Bronner. Il faudra que je fasse attention à moi quand même. Voilà. Florent d'Overhand, c'était quand même un grand plaisir d'être avec toi. Je suis tellement ravi qu'on ait eu cette discussion. Voilà, encore une fois, allez voir Overhand si vous ne connaissez pas encore. Voilà, et puis nous, on se retrouve mes pirates pour d'autres aventures box très prochainement. Ciao mes pirates et boum.